Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux. Il y en a qui sont dehors, qui essayent d'écouter par la porte qui est entrouverte. Et pour celles et ceux de vos amis qui n'ont pas pu venir, la rencontre est captée, donc ce sera ensuite sur YouTube et vous pourrez partager tout ça. Cette rencontre, ce partenariat entre Mediapart et les Sud, c'est une façon de donner un peu un coup de cymbale sur... après, on va écouter de la musique, se faire plaisir, du bonheur, des émotions, et en même temps, derrière, il y a des idées. Il y a une certaine élévation du langage commun qu'on essaye d'avoir. Et depuis 16 ans, on a à chaque fois choisi des thématiques qui aujourd'hui sont plus sur le mode de la conversation, mais bon, il nous est arrivé de faire, pour les 100 ans de la mort de Jaurès, de son assassinat, de rencontre autour de Jean Jaurès. Il nous est arrivé à l'ISCAN, à la Nécropole, de faire une très belle rencontre avec Elias Sambar sur la Palestine. Qu'est-ce que la Palestine dit au monde? Il nous est arrivé à chaque fois de brasser des thématiques différentes. L'Algérie, on a fait au tout début une rencontre au musée Arlantique et le combat des femmes, y compris justement au Maghreb, avec une artiste, écrivaine algérienne, une féministe algérienne, c'était, je crois, il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, qu'on avait fait ça. Alors, cette année, quand on en a discuté, j'ai en effet proposé ce thème de l'Ukraine à la Palestine, la bataille du droit. Vous allez le voir, je pense, dans notre échange, même si cette campagne législative a très peu parlé du monde, et aussi très peu parlé, alors que c'est imbriqué au monde de l'écologie et des enjeux décisifs de la montre du vivant qui tourne, et de la catastrophe qui n'est pas devant nous, mais qui est en route. Ce dont nous allons parler n'est pas du tout lointain, et même au cœur de nos débats politiques. Puisqu'au fond, derrière cette question du droit international, c'est la question de l'égalité. Est-ce que nous sommes capables, dans nos humanités communes, de promouvoir, au-delà de la proclamation originelle de 1789, nous naissons libres et égaux en droit, une culture politique de l'égalité. L'idée qu'il y a des droits supérieurs à nos identités, à nos appartenances, à nos États, à nos nations, qu'il y a des droits humains fondamentaux, qu'il y a des droits à la santé, des droits à la vie, des droits à l'éducation, des droits à l'enfance, et ainsi de suite. C'est tout l'enjeu de ce qui a été proclamé en 1948, après que nous ayons pris conscience, tardivement, et c'est notre continent qui en était comptable et coupable, que les idéologies de l'inégalité naturelle pouvaient détruire l'humanité, produire des crimes contre l'humanité, où l'humanité se détruit elle-même. La notion de crime contre l'humanité et le concept juridique de génocide naissent dans ce contexte-là, celui de la Deuxième Guerre mondiale, du génocide des Juifs d'Europe, de la Shoah, et évidemment de la montagne de crimes contre l'humanité qui ont accompagné cette guerre civile européenne, pourrait-on dire, que sont les 2 guerres mondiales et ces 30 années terrifiantes où nous avons entraîné le monde au bord du gouffre. C'est dans ce contexte, et c'est intéressant d'y penser aujourd'hui, qu'il y a eu en 1948 3 actions au fond. La création des Nations Unies, la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est de cela dont nous allons beaucoup parler, en même temps la création d'un organe juridique dont vous avez entendu parler dans le contexte de l'après 7 octobre, après les massacres commis par le Hamas et ensuite la guerre d'Israël à Gaza, qui est la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire de l'ensemble des nations membres des Nations Unies, et qui est basée à La Haye, aux Pays-Bas, comme la Cour
la Cour pénale internationale, qui est un autre organe, et dont Johan va nous expliquer toutes les différences par rapport entre la CIJ et la CPI. Donc, derrière cette question du droit international, c'est la question, je le répète, de l'égalité. René Cassin, qui était un juriste français, compagnon du général de Gaulle, une figure du judaïsme laïque français, qui était à Londres, qui est grande figure, une grande et belle personne, qui est un des principaux rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, disait, au fond, on fait ça parce qu'on a appris que les nations et les États peuvent être dangereux. Ils peuvent nous faire du mal. Et il faut qu'il y ait un droit qui s'impose à eux et qui leur dise, par moment, ben non, ça ne va pas, vous ne le faites pas, et la communauté des autres nations veut vous sanctionner ou vous empêcher de le faire. Alors, pour donner un peu la musique de ce qu'on va essayer de lier de l'Ukraine à la Palestine. La guerre en Ukraine, qui est une guerre impérialiste, d'agression, un pays agresse et envahit un autre pays qui ne voulait pas l'envahir, ne voulait pas lui déclarer la guerre, et simplement voulait s'autodéterminer, suivre son chemin, et en l'occurrence se tourner vers l'Europe dans le cadre d'une dynamique interne à l'histoire de l'Ukraine. Les peuples inventent leur vie. D'un côté, il y a cette guerre d'agression, dont on sait aujourd'hui combien elle est accompagnée de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, et d'ailleurs qui ont donné lieu à des procédures à la Cour internationale de justice. Et puis, il y a de l'autre côté cette guerre de vengeance à Gaza, qui évidemment est accompagnée, évidemment et de trop, hélas, est accompagnée de crimes contre, non pas des combattants, non pas une guerre contre ceux qui ont commis l'acte terroriste des massacres du 7 octobre, mais contre des civils, contre la population palestinienne de Gaza, au point qu'on avoisine, selon les chiffres du ministère de la Santé à Gaza, on avoisine les 40 000 morts, et sans compter probablement d'autres disparus, et sans compter les blessés, et dans une guerre terrible, puisque dans ces morts, Gaza est un lieu surpeuplé du monde. Il y a évidemment toute la destruction, au-delà des personnes qui disparaissent, d'une culture, d'une civilisation, de lieux de vie, d'universités, d'hôpitaux, de cafés. Voilà. D'où le débat, évidemment, qui a été posé juridiquement de l'intention génocidaire, au sens du fait de se dire qu'il ne s'agit pas que de crimes de guerre, pas que de crimes contre l'humanité, mais d'une guerre qui veut effacer un peuple, le détruire à raison de son origine, et c'est le débat juridique, on va en parler, qui est soumis à la CIJ et qui a été soumis par une demande, et c'est un retournement de l'histoire important dont nous allons aussi parler, puisque, au fond, c'est un retournement du monde, quelque part, un renversement du monde, puisque la procédure, vous le savez, a été initiée par l'Afrique du Sud. Or, en 1948, en même temps qu'on prend conscience et qu'on se dit il faut proclamer ces droits universels sans donner les moyens, c'est comme pour la Déclaration française, c'est une promesse. Évidemment qu'il y aura des crimes coloniaux, évidemment que les États-Unis vont faire des guerres illégales, évidemment que toutes sortes de criminels ne seront pas poursuivis, mais c'est une promesse, c'est un levier pour défendre des droits. Eh bien, en même temps, il y a notre part d'ombre qui, tout d'un coup, revient. On l'oublie, mais en 1948, la même année, c'est l'instauration de l'apartheid en Afrique du Sud, qui n'est pas une invention lointaine issue du colonialisme, hein, qui est une invention moderne d'après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée de la séparation, l'idée qu'on ne se mélange plus, l'idée qu'on ne doit plus se voir, l'idée qu'on doit effacer les autres, et évidemment dans une idée de supériorité d'une origine, en l'occurrence une couleur de peau, à l'égard d'une autre. C'est le pays qui est sorti de l'apartheid, qui est venu dire à notre monde, entre guillemets l'Occident, notre invention politique, qu'est-ce que vous avez fait des droits universels que vous proclamez? C'est ça qui s'est passé sous nos yeux dans ce débat juridique en apparence, mais qui va au-delà, qui est un débat éthique,
Et au-delà, si ce qu'on va se dire vous aura intéressé, n'hésitez pas à aller sur le site de la Cour internationale de justice, car les deux langues qui sont officielles sont l'anglais et le français. Donc tout ce qui s'y passe, toutes les plaidoiries sont aussi en français. Alors pour continuer, et ce sera mon dernier mot, je voudrais vous montrer en quoi, pour vous montrer le lien de tout ça. Au fond, cette promesse de 48, c'est au fond l'inscription juridique d'une vieille promesse de l'Europe que l'Europe a longtemps trahie. Bon, c'est celle de ce qu'on a appelé les Lumières. Et comme l'on sait, les Lumières se sont accompagnées de beaucoup d'ombre et de beaucoup d'aveuglement. Les Lumières, à la fin du XVIIIe siècle, n'empêchent pas l'esclavage et n'ont pas empêché la prolongation des colonisations et des massacres coloniaux. Mais il y a une personne dans ce moment-là qui est considérée comme un des grands philosophes des Lumières, c'est Emmanuel Kant, qui dit « On est arrivé au point où toute atteinte au droit en un seul lieu de la terre est ressentie en tous. » C'est ça que la Déclaration universelle et que toutes ces procédures juridiques vont poser. Un point où toute atteinte au droit en un seul lieu de la terre est ressentie en tous. C'est le fondement de ce qu'il appelait le droit cosmopolitique, un fondement d'une hospitalité universelle, et ce sont les derniers mots de « Vers la paix perpétuelle », ce texte vraiment canonique, pourrait-on dire, de Emmanuel Kant. Et évidemment, c'est ces questions-là qui sont posées au niveau du droit international. Alors pourquoi je vous cite ça? C'est intéressant parce que Kant était un philosophe sédentaire qui est né et mort et a vécu toute sa vie dans un petit lieu prussien qui s'appelle Königsberg. Aujourd'hui, ça s'appelle comment? Kaliningrad. C'est une enclave russe d'1 million d'habitants qui est coincée entre la Lituanie et la Pologne. Elle a un gouverneur qui s'appelle Anton Alikhanov et qui est un fidèle du parti de Vladimir Poutine. Début février de cette année, il a tenu dans cette ville un grand congrès des politologues. Et dans ce congrès des politologues, ce fidèle de Poutine, dans le lieu Königsberg-Kaliningrad de Kant, a déclaré ceci. « Je veux montrer qu'Emmanuel Kant, né ici il y a près de 300 ans, ça sera 300 ans là, je crois en fin d'année ou l'année prochaine, a un lien presque direct avec le chaos mondial auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Il a en outre un lien direct avec le conflit militaire en Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il est l'un des pères fondateurs de l'Occident moderne, marqué par l'impiété et l'absence de valeurs supérieures. Et il poursuit en faisant de Kant, cite, le père de presque tout. Il est le père de la liberté, de l'idée de l'état de droit, du libéralisme, du rationalisme et même de l'Union européenne. Certains disent même que l'idée des Nations Unies est de lui. Je cite ça pour vous dire, et c'est évidemment le lien avec notre débat français, et de l'époque grave que nous vivons, pas seulement ici. Nous sommes dans un moment où il y a une configuration de planète, où il y a des acteurs dans toutes sortes de pays, des forces politiques. Après, on peut débattre de comment ces forces politiques arrivent à surgir et quels sont les renoncements qui leur permettent de prendre force, qui est la revanche contre cela. La revanche contre la Déclaration des droits de l'homme, la première, contre l'idée de l'égalité, contre l'idée que nous naissons libres et égaux en droit sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de sexe, de genre. Ces forces politiques ont en commun de penser qu'il y a des origines supérieures à d'autres, des apparences, des croyances, des civilisations, des sexes supérieurs à d'autres. D'où leur focalisation tout de suite sur la question de l'étranger, c'est par ça que ça commence, du binational, on l'a vu dans notre campagne électorale récente, ou sur les questions des femmes, des droits des femmes, ou sur les questions des minorités sexuelles et de genre. Ces forces, elles ont le visage de Poutine, je viens de le rappeler, elles ont le visage de Trump, et elles ont le visage aussi de l'extrême droite israélienne qui est au pouvoir avec Netanyahou. Et elles ont
le visage aussi des forces politiques qui travaillent aujourd'hui notre débat public. Elles ont en commun de vouloir effacer 48. Et elles ont des livres, hein, des théoriciens, des philosophes, des juristes même, qui disent il n'y a qu'un droit qui vaut, c'est le droit des nations. Et des nations définies par leur identité. Il n'y a pas de droit supérieur aux nations. Donc il n'y a pas d'humanité. L'homme, ça n'existe pas. Phrase de Joseph de Maistre, le premier penseur contre-révolutionnaire, il était savoyard, la Savoie n'était pas encore française. Il n'y a pas d'homme. L'homme, ça n'existe pas. J'ai rencontré des Français, des Italiens, des ceci. L'homme, j'en ai jamais rencontré. Il n'y a pas d'humanité commune. Il n'y a pas d'universalité des droits. Il n'y a qu'une logique du rapport de force, hein, de la bataille entre les uns, et d'où l'idée que ça peut aller avec l'apartheid. Chacun chez soi. Chaque culture chez soi. Chaque identité chez soi. Mais on ne se mélange plus, mais on ne se brasse plus. Et d'où le fait que notre pays est au cœur de ça. Car dans notre histoire, et on en a souvent parlé, les Sud en sont évidemment un visage formidable, nous sommes une Amérique de l'Europe par la constitution de notre peuple. Par la diversité, comment nous nous sommes projetés sur le monde et comment le monde est en nous. Et donc nous sommes dans ce moment-là. Imaginez, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, au Conseil de sécurité, Poutine, Trump, l'extrême droite française, 3 membres permanents du Conseil de sécurité sur 5, on peut rajouter la Chine de Xi Jinping. Imaginez le monde qui est en route et qui est le monde de l'effacement de cela. Donc voilà, j'ai assez parlé. Maintenant, on va essayer de se rassurer. C'est une phrase d'un poète ami de... Je continue avec les Allemands et la culture allemande. Hölderlin, un ami du philosophe Hegel, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Edgar Morin cite souvent ça, et ça nous aide à faire ça. Donc, Yohann Soufi est un avocat international, un juriste. Il vit aujourd'hui, il est français, il vit établi à Genève. Il a travaillé et il continue de travailler pour les Nations Unies sur toutes sortes de terrains qui sont au cœur de nos sujets. Le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Sierra Leone, le Timor oriental, le Liban, l'Ukraine, tout récemment, juste avant le 7 octobre, il revenait d'Ukraine. Également Gaza et la Palestine, avec l'UNRWA, l'organisation qui a été à un moment mise en péril au niveau de ses financements, qui a été créée dans le cadre de la situation elle a été créée pour aider les Palestiniens depuis la création de l'État d'Israël. Et j'ai rappelé, 48, c'est aussi le moment du vote pour créer l'État d'Israël. Hein, nous avons commis ce crime de génocide, nous sommes coupables, nous, l'Europe, nous disions à juste titre que du coup, les Juifs ont le droit d'avoir un lieu qui soit à eux, qui soit sécure, comme on dit dans notre novlangue, et donc l'ensemble des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale valident la création de l'État d'Israël, et en même temps, hélas, on ne répare pas un crime en commettant une autre injustice, et nous léguons au monde, et nous faisons porter au monde une autre injustice, qui est celle commise du coup contre les Palestiniens, qui, pour l'instant, n'ont toujours pas les droits de vivre dans un État normal, et avec tous les épisodes que vous connaissez sur l'histoire du mouvement national palestinien. Il y avait 2 mouvements nationalistes, 2 mouvements nationaux, le mouvement qu'on appelle le sionisme, avec son foyer national, et le mouvement, face à l'époque, à la puissance britannique, le mouvement palestinien. Et donc, voilà, nous réparons notre crime symboliquement, mais nous faisons porter la suite de notre crime à un autre peuple qui n'en est aucunement comptable, les Palestiniens, et c'est bien le drame, y compris qui traverse, y compris dans nos débats familiaux, parfois même au-delà des plateaux télé en France, autour de l'antisémitisme, de la question de la Palestine, comment tenir tous les bouts, hein, comment
et Mediapart, on essaye de tenir tous les bouts, à la fois d'entendre ce que peuvent ressentir dans ce contexte-là la communauté juive en France, les citoyens israéliens après les massacres du 7 octobre, et en même temps entendre ce qui est en souffrance, voire dramatiquement martyrisé avec la guerre de Gaza et son terrible bilan humain. Alors voilà, maintenant ce que je voudrais proposer, c'est que Yohann, qui a donc travaillé, qui a autre qualité, ce n'est pas un notable. C'est pour ça que je voulais que Yohann Soufi nous rejoigne. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous verrez c'est un pédagogue, y compris dans la sphère numérique du droit international. Et donc, c'est un acteur et c'est un croyant du droit international, au point qu'il a contribué à créer à La Haye une école pour former de jeunes juristes internationaux à croire en ce droit international, qui a priori a l'air totalement impuissant. Les responsables de la guerre d'Irak n'ont jamais été condamnés, ce ne sont que les gens des pays du Sud qui se sont retrouvés devant la Cour pénale internationale, et il y a une sorte d'impuissance apparente du droit international. Donc, maintenant, à Yohann Soufi de nous dire comment ce droit international peut répondre et nous offrir cet horizon de résistance au délire des nations. Merci beaucoup. C'est une vaste question. J'ai l'impression que le droit international, c'est à la fois un projet extrêmement utopique et en réalité extrêmement pragmatique également. Utopique parce qu'effectivement, on parle d'universalité, d'humanité commune, mais en même temps très pragmatique, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé en 1945, vous savez, les humains, on est un peu bêtes, c'est toujours quand on est au bord du précipice qu'on se rend compte qu'on y arrive et que donc on n'a pas le choix, parce qu'on va tomber ensemble. Et donc, ce qui se passe en 1945, c'est que on détermine 3 temps. Le premier, c'est d'essayer de prévenir les conflits armés, et c'est pour ça qu'on crée les Nations Unies, un outil d'ailleurs qui aujourd'hui apparaît obsolète, avec notamment le Conseil de sécurité. Pourquoi est-ce que 5 États dans le monde décident pour les autres et disposent d'un droit de veto de ce qui est légal, de ce qui ne l'est pas, etc. Mais c'est un outil comme un autre, c'est celui qu'on crée pour prévenir les conflits armés. Le deuxième outil, c'est lorsqu'on ne réussit pas à prévenir un conflit armé, de réguler la guerre. Et ça fait toujours un peu sourire, y compris dans ma propre famille, de dire les conventions de Genève, il ne faut pas tuer les civils, il ne faut pas bombarder les hôpitaux, des principes que des enfants de 5 ans peuvent comprendre, et qu'apparemment ni les Russes, ni les Israéliens, ni le Hamas ne comprennent. Mais ça, c'est aussi la logique de la guerre. Et donc, ce droit international humanitaire, qui est en gros les conventions de Genève, c'est cette régulation de la guerre par des règles qui sont communes à tous les parties à un conflit, quelle qu'en soit la cause. Et ça, c'est quelque chose aussi qui choque parfois lorsque j'interviens sur les plateaux, c'est de dire, moi, d'une certaine manière, les raisons de la guerre m'intéressent peu. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le droit humanitaire s'applique quelles que soient les raisons. Et donc, d'une certaine manière, quelles sont les causes ? Qui a raison ? Qui a tort ? Ça, c'est une question pour les diplomates, pour les politistes, mais les juristes, nous, on s'intéresse à comment réguler le droit et qui le viole. Et c'est le troisième temps de ce caractère à la fois utopique et pragmatique, c'est de sanctionner ceux qui, si on n'a pas réussi à prévenir les conflits, si on n'arrive pas à les réguler, au moins de sanctionner les auteurs. Et ça, c'est ce qui a été créé d'abord avec le tribunal de Nuremberg en 1945 pour juger les criminels nazis, et puis après une période d'hibernation, d'une certaine manière, durant la guerre froide, un projet qui retrouve des couleurs, d'abord avec le tribunal pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, pour juger les auteurs de crimes internationaux, et puis avec la Cour pénale internationale, dont vous avez entendu parler récemment, dont le projet est un projet universel, en réalité, de juger les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et de génocide. Et donc voilà, c'est un peu cette triptyque, d'une certaine manière, du droit, qui aujourd'hui, il faut le dire, est remise en question. Et c'est ça qui interroge aujourd'hui et qui fait qu'on est à une croisée des chemins, si j'ose dire, parce que, et qui résulte, à mon avis, en tout cas selon moi, Edoui Plenel l'a dit, j'étais à Gaza pendant 2 ans et demi, et je suis parti directement de Gaza en Ukraine, et ce qui m'a frappé, c'est en réalité la dissonance
des discours et que vous avez dû constater aussi, d'entendre nos responsables politiques le lundi parler de l'importance des principes du droit international humanitaire, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de la prohibition absolue, de l'agression d'un peuple sur un autre, et le mardi, d'avoir un discours totalement différent, parce qu'on parle d'une région, la Palestine, qui, d'un point de vue politique, n'est pas, comment dirais-je, n'est pas un centre d'intérêt, ou en tout cas s'attaque à des alliés traditionnels des pays occidentaux. Et c'est pour ça, à mon avis, moi, aujourd'hui, qu'on est réellement à cette croisée des chemins, parce qu'en réalité, le projet de justice, le projet de droit international ne fonctionne, et comme l'a très bien dit Edoui Plenel, qu'à partir du moment où il y a une application juste et équitable de ces principes. Parce que sinon, en réalité, c'est la même chose dans le droit interne. À partir du moment où le droit paraît injuste, eh bien, il n'existe plus et l'alternative, elle est unique, c'est le recours à la force. Et donc voilà, à mon avis, pourquoi, moi, en fait, quand on dit que je suis un croyant du droit, en fait, j'ai l'impression que je suis plutôt un réaliste et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative et que si on ne met pas des efforts communs pour essayer de soutenir ces instruments, qu'ils nous plaisent ou qu'ils ne nous plaisent pas, qu'ils poursuivent Poutine ou qu'ils poursuivent des membres du Hamas ou qu'ils poursuivent Benjamin Netanyahou, eh bien en réalité, ce qu'on prépare, c'est un avenir sombre, parce que ce sera la loi du plus fort, et à ce jeu, les démocraties occidentales, et notamment les États européens, perdront. Il faudrait qu'on continue sur ce thème. J'ai fait un article à Mediapart pour expliquer ça, en disant qu'en fait, ne pas être ferme par rapport à ce que faisaient les actuels dirigeants israéliens, c'était en fait offrir à Poutine son but de guerre, puisqu'au fond, ils ont le même objectif, c'est-à-dire le refus de toute règle et du droit international. Mais au-delà de ça, je voudrais que vous réagissiez là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un piège immense, qui est ce piège du double standard, du deux poids, deux mesures, et qui est un poison politique. Vous avez bien vu qu'en Afrique, les pays qui étaient sous une sorte de coupe française se sont révoltés, pas forcément de la façon la plus sympathique, puisque ce sont des régimes militaires, et vous connaissez le Mali, le Burkina Faso, ils viennent de faire y compris une rencontre d'alliés, d'alliances militaires. Ce sont des pays qui sont aujourd'hui dirigés par des juntes militaires, qui se tournent vers la Russie, et qui se tournent vers la Russie dans un sentiment de revanche contre l'impérialisme ou le néo-impérialisme français, mais où la Russie a un argument redoutable, qui est justement comment elle va fédérer. Elle promeut, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, est figure de la diplomatie, y compris soviétique, parle plein de langues, il est tout à fait malin et intelligent, et il développe cette idée-là. Il y a un Occident collectif, ça c'est nous, et en face il y a un Sud global. Et nous allons dire au Sud global, regardez comme ils sont hypocrites ces gens, leurs principes ne valent pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est quand il y a eu l'élection présidentielle en Russie, il y a eu des grandes affiches à Beyrouth, en arabe, pour dire voilà les valeurs que défend, et qui étaient sponsorisées par quelqu'un, avec y compris le Hezbollah derrière, c'est ça dans des alliances internationales qui peuvent surprendre par rapport au régime concerné et à leur type d'idéologie et d'ancrage d'idéologie théocratique ou religieuse, mais au fond, de fédérer cette idée du chacun chez soi et de l'absence de règles. Et donc, notre pusillanimité à reconnaître l'État de Palestine, à condamner les crimes commis actuellement par Israël, à entraver, y compris les États-Unis ne l'entravent pas puisqu'ils donnent les armes, eh bien, se retourne contre nous par rapport à une autre guerre qui est là et une autre puissance qui a profité de cette guerre pour mithridatiser son peuple. Je serais journaliste russe, je serais soit en prison, soit assassiné, soit en exil. Et donc, comment on sort de ce double standard, comment on en parle auprès des autres juristes que vous connaissez et dans le monde de ce droit international?
Oui, mais c'est totalement exact, parce que j'ai la chance d'avoir effectivement travaillé beaucoup sur le terrain, et s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que je n'ai jamais parlé à des gens, que ce soit au Mali, au Liban, en Palestine ou en Ukraine, et qui rejetaient en réalité les valeurs qui sont retranscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et si on remonte même avant, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française. Donc l'égalité, la liberté, la justice, c'est faux d'entendre qu'un Malien, un Brésilien ou un Néo-Zélandais rejetterait ces valeurs. En réalité, c'est exactement ce qui est rejeté, c'est l'hypocrisie et le double standard entre un discours et des actes. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a une appétence malheureusement pour les régimes autoritaires, notamment pour la Russie et la Chine? C'est pas parce qu'il y a plus d'intérêt pour les soi-disant valeurs, c'est qu'en réalité il n'y a pas d'hypocrisie d'une certaine manière. Il y a absolument un rejet de ces valeurs, et donc de dire, eh bien si en réalité en ayant des contrats avec les Français ou les Allemands, on doit non seulement prétendre que on fait un contrat quel qu'il soit, et qu'en plus on doit appliquer des valeurs ou des principes qui en réalité sont un double standard, eh bien allons avec le plus offrant, et à ce jeu-là, à nouveau, la Chine est imbattable. Et donc le seul moyen de lutter contre ça, c'est effectivement de voir notre intérêt, et notre intérêt commun, sur le long terme, et donc d'avoir comme boussole, en fait, comme seule boussole, nos valeurs qui sont retranscrites dans le droit et qui sont retranscrites dans notre Constitution, dans le traité sur l'Union européenne et dans la Charte des Nations Unies. Donc, à mon avis, moi, c'est notre intérêt à tous, aussi parce que, comme on l'a très bien dit, en réalité, le futur de la démocratie, y compris en France, on le voit aussi à quel point c'est fragile. On a une tendance peut-être... alors, parce que j'ai pas mal voyagé dans des États qui, comme ça, ont basculé du jour au lendemain, et où on voit les mécanismes se mettre en place progressivement, et on a l'impression, peut-être, en tout cas moi, ma génération, qu'on est vacciné d'une certaine manière dans l'Europe, de la guerre, du fascisme, etc. Et en réalité, quand on voyage dans ces endroits, on se rend compte à quel point c'est fragile, et à quel point un des vaccins, c'est l'état de droit. Et l'état de droit, c'est quoi? C'est en réalité la prééminence du droit sur le politique, y compris lorsque des intérêts économiques, des intérêts sécuritaires feraient que, en réalité, on est beaucoup plus efficace en mettant le droit de côté, notamment le droit international en réalité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Rassemblement national veut prendre ses distances, alors moins dans les discours, mais dans les actes c'est le cas, avec la Constitution française, avec le traité sur l'Union européenne, avec la CEDH, avec la Cour européenne des droits de l'homme, pardon, c'est en réalité parce que, au nom d'une efficacité prétendue, alors il faut définir ce que serait l'efficacité, lutter contre la sécurité, lutter contre l'immigration, et bien on essaye de mettre de côté les principes de droit, et bien sûr ceux qui les appliquent, les juges et les avocats. Donc voilà, en fait, à la fois au niveau international et au niveau local, en réalité c'est ce combat entre d'un côté le droit et des principes, et de l'autre une efficacité qui rapidement dans tous les environnements débouche sur l'autoritarisme, et une fois qu'on a mis de côté des principes, eh bien en réalité c'est la porte ouverte à tous les abus. Ça commence généralement par les droits, les libertés individuelles, sur le droit de se rassembler, le droit de la presse, le droit des immigrés. Et rapidement, on voit comment en réalité ça affecte tout le monde. Et en même temps, on a vu, par rapport à cette procédure où se sont joints toutes sortes d'autres États, la demande faite par l'Afrique du Sud, on a vu devant la Cour internationale de justice de La Haye, on a vu, ça a duré plusieurs jours, pratiquement une dizaine de jours, on a vu une cascade d'équipes de juristes, y compris de grands cabinets internationaux, alors avec même des surprises, c'est-à-dire des États qui ne sont pas forcément du tout démocratiques. Je pense, on en parlait tout à l'heure ensemble de la plaidoirie d'avocates qui représentait l'Égypte, et Dieu sait si le régime du maréchal Sissi viole les droits humains dans son pays. Et donc,
on a vu des cohortes de juristes de toutes sortes de nations, ayant pas les mêmes costumes, ayant pas, etc., venir à La Haye croire à cet état de droit sur cette question. Alors, d'ailleurs, il y a des hypocrisies parfois derrière. Par exemple, il y a un État c'est un autre double standard, qui a voulu s'en prendre à l'Allemagne par rapport à son attitude à l'égard d'Israël. Il y a une sorte de culpabilité allemande qui fait que ça relève de la raison d'État, comme dit le régime allemand. Et en fait, cet État qui a voulu, et sa requête a été rejetée, s'en prendre à l'Allemagne, c'est le Nicaragua. Alors pourquoi le Nicaragua? Parce que c'est un régime devenu totalement autoritaire. Le régime protège de rien, c'est un ancien révolutionnaire, Daniel Ortega, sandiniste, qui gère cette dictature, de fait. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait eu un rapport sur les droits humains dont l'un des coordonnateurs était un juriste allemand, et donc il utilisait le droit international. Il y a beaucoup, en clair, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, mais néanmoins, il y a un théâtre de ce droit. Ma question, c'est comment arriver, y compris dans notre moment de trouble, à ce que les gens y croient. Nous, on en parle, vous êtes dedans, il y a cette scène juridique, moi, qui me passionne, parce que c'est de la politique, au plus haut sens du terme, et en effet, le droit, c'est une protection par rapport aux abus du politique, aux abus des États. Parce que, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a eu un tribunal pénal international sur le Rwanda, dernier génocide du XXe siècle. Il y a eu un tribunal international sur les crimes génocidaires, notamment Srebrenica, 8000 personnes en 3 jours, parce que musulmans ont été tués, sur la Yougoslavie. Mais pourquoi tribunal pénal international sur la Rwanda et sur la Yougoslavie? Parce que pas Cour pénale internationale. C'est-à-dire qu'on a fait des tribunaux ad hoc, parce que, en fait, par exemple, les États-Unis et Israël, leur allié, ne reconnaissent pas la CPI. Donc on a fait des tribunaux, c'est bien ça, on a fait des tribunaux ad hoc. Donc en fait la CPI n'est pas universelle. Oui, alors la CPI, elle est arrivée après les tribunaux pour le Rwanda. Rwanda, ex-Yougoslavie, c'est 93, Rwanda, c'est 94, la CPI, c'est 98. Mais c'est le cas, par exemple, le tribunal pour le Liban, qui a été créé en 2009, c'est postérieur. Pour le Cambodge, la Sierra Leone, tout ça, c'est postérieur. On fait des tribunaux ad hoc. Voilà, ad hoc effectivement, parce que certains conflits échappent à la compétence de la Cour pénale internationale. Alors aujourd'hui, une des questions juridiques qui se pose à la fois d'ailleurs pour l'Ukraine et pour la Palestine, c'est est-ce qu'un État qui n'est pas parti, la Russie n'est pas partie au statut de Rome, Israël n'est pas parti au statut de Rome, peut être malgré... Le statut de Rome, c'est celui qui a fondé la CPI. Est-ce que des individus qui sont ressortissants de ces États, qui commettent des crimes sur le territoire d'États qui, eux, sont partis à la Cour pénale internationale ou qui ont accepté sa compétence pour l'Ukraine, peuvent être poursuivis devant cette Cour? La réponse a été oui pour l'Ukraine, elle a été oui aussi pour la Palestine, même si aujourd'hui beaucoup d'États, notamment les États-Unis, rejettent, alors à nouveau de manière hypocrite, oui pour l'Ukraine mais non pour la Palestine. Mais oui, en réalité, le droit, c'est malgré tout d'une certaine manière une boussole commune, en réalité, que même quand on parle des crimes du 7 octobre, ou qu'on parle des crimes commis à Gaza, pourquoi est-ce que les deux parties au conflit les dénoncent? C'est bien parce que on considère de manière commune et universelle que s'attaquer aux civils est interdit. Et ça, d'ailleurs, on parle de 1945, et c'est important, mais en réalité, on peut remonter à des temps beaucoup plus anciens. C'est présent déjà dans tous les textes religieux communs aux 3 religions. Le fait que, même dans les combats, il faut protéger les femmes, les enfants, les blessés, eh bien en réalité, d'une certaine manière, les conventions de Genève ne disent rien de plus, rien de moins, que dans la guerre, il faut protéger ceux qui ne participent pas au combat, il faut protéger les hôpitaux, les lieux de culte. Mais il y a vraiment un paradoxe, j'ai l'impression aujourd'hui, et moi que je trouve passionnant et qui me remplit d'espoir d'une certaine manière, c'est qu'en réalité,
c'est vrai, le droit international, d'une certaine manière, n'a jamais été aussi menacé qu'il ne l'est aujourd'hui. Et encore, il faudrait peut-être relativiser ces propos. Mais aussi, on n'a jamais autant parlé de droit international qu'aujourd'hui. Le simple fait qu'aujourd'hui, Edoui Plenel m'invite pour parler de la Cour internationale de justice ou de la Cour pénale internationale, croyez-moi, il y a 2 ans, non seulement ça n'aurait intéressé personne, il y aurait eu personne probablement dans la salle, mais même dans les amphithéâtres de droit, ça n'a jamais été une des sources d'intérêt des étudiants. C'était le droit fiscal, à la limite le droit pénal national, mais le droit international, a fortiori pénal, c'était quelque chose, voilà, une niche d'une certaine manière. Et aujourd'hui, tous les médias ne parlent plus que de la Cour internationale de justice, suivent les plaidoiries de l'Afrique du Sud contre Israël quotidiennement, attendent tous avec impatience le mandat d'arrêt qui sera délivré contre Netanyahou et Yoav Gallant et contre les 3 responsables du Hamas dans les semaines ou dans les mois à venir. Et donc, aujourd'hui, il y a un appétit pour ce droit international qui, moi, me remplit d'espoir parce qu'en réalité, d'une certaine manière, le droit international, c'est un peu comme la démocratie, l'amour, toutes ces notions. Ça marche quand on y croit. À partir du moment où on n'y croit plus, en réalité, et où les États n'y croient plus, bien effectivement, il n'y a plus de droit international parce que c'est pas moi ou Edoui Plenel qui va aller dire aux Israéliens ou aux Russes, attention, il y a des principes plus importants. C'est à partir du moment où la collectivité y croit de manière universelle et collective, où eh bien, il y a un stigma de ces États à respecter le droit international et dont la violation est punie d'une certaine manière politiquement et juridiquement. Et d'ailleurs, si on regarde, et c'est ça aussi qui, d'une certaine manière, me fait espérer, c'est que qu'on soit le Hamas, qu'on soit la Russie, qu'on soit Israël ou qu'on soit l'Ukraine, ils essayent tous d'une certaine manière de dire que leurs actes sont conformes au droit international. Ils disent pas, même les groupes les plus extrémistes, même l'État islamique, ne disent pas nous, on ne respecte pas le droit international. Ils disent non, ça c'était pas un civil parce que, et après toutes les justifications que vous voulez, mais en réalité, le cadre commun, d'une certaine manière, est universel et on essaye toujours de justifier, d'abord auprès de ses propres supporters, que ce qu'on fait est légitime, y compris en raison de principes universels, qu'ils soient religieux ou juridiques. Et donc, moi, c'est ça que je trouve aujourd'hui intéressant avec cet appétit pour le droit international, c'est que les gens essayent de comprendre, mais en réalité, que disent ces principes et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette personne qui ne me paraît pas être un dangereux extrémiste, je parle de moi, dit qu'il y a des crimes à la fois de guerre et des crimes contre l'humanité en Ukraine, le 7 octobre et à Gaza. Et donc, je pense que ça, c'est intéressant parce que petit à petit, on assiste à une éducation qui, demain et après-demain, renforcera justement ce droit international qu'on appelle de nos voeux. Alors, arrêtons-nous sur la CPI, bon, la Cour internationale de justice. Donc, il y a eu cette procédure qui c'est une vieille formule de Charles Péguy, les Kantiens ont les mains pures mais ils n'ont pas de main, c'est-à-dire que la Cour internationale de justice fait des injonctions à Israël sur la guerre à Gaza qui ne sont suivies d'aucun effet, hein, comme elle a fait des injonctions côté russe aussi, hein, sur la guerre en Ukraine. Mais là, à l'époque, tous nos États étaient derrière, hein, se sont joints, alors que là, ils ne se sont pas joints tous de la même manière. Mais j'en viens à la CPI. Donc la CPI, l'acte, hein, c'est que le procureur a fait donc cette demande de mandat d'arrêt contre à la fois le Premier ministre israélien, son ministre de la Défense et les trois principaux dirigeants du Hamas. Vous avez d'ailleurs ce matin signalé qu'il y avait une petite incidence du changement de gouvernement de majorité en Grande-Bretagne. Vous allez nous expliquer, puisque la Grande-Bretagne des conservateurs avait fait une procédure juridique pour retarder ça. Donc, est-ce que vous pourriez, très factuellement, nous dire où en est cette question des mandats d'arrêt, jusqu'où elle peut aller, dans quel délai et selon quel calendrier, et quelles conséquences elle peut avoir? Oui, bien sûr. Alors oui, effectivement, d'abord, rappeler la différence entre la Cour internationale de justice, ce qui a été dit, qui est l'organe judiciaire des Nations Unies, donc qui a été créé en 1945, et qui tranche les différends entre les États. Donc c'est pour ça qu'il y a une procédure
comme vous l'avez rappelé, entre l'Afrique du Sud et Israël, ou entre le Nicaragua et l'Allemagne. Et aussi, cette Cour internationale de justice rend des avis juridiques qui ont quand même une force, une légitimité importante parce que c'est l'organe principal des Nations Unies. Et dans quelques semaines ou quelques mois, elle va rendre un avis consultatif sur les conséquences de l'occupation illégale par Israël de la Palestine, du territoire palestinien, y compris de la Cisjordanie. Donc ça, c'est pour la Cour internationale de justice. La Cour pénale... Ça, c'est une plus ancienne saisie, qui a été faite par l'Assemblée générale. Exactement. À la demande de l'Assemblée générale, elle s'est tournée en lui demandant un avis juridique sur qu'est-ce que c'est qui se passe dans l'occupation. Et plus de 50 États ont participé. Et ce qui est intéressant, par exemple, même moi, ce qui me fait espérer aussi, c'est que quand on voyait la position de la France et du gouvernement Macron, notamment du ministre des Affaires étrangères, et qu'on lisait le mémoire de la France qui était rédigé par son administration et donc par la section juridique du ministère des Affaires étrangères, ben, c'était totalement schizophrénique. C'est-à-dire que nous l'avons révélé sur Mediapart. Ah, voilà. Stéphane Séjourné disait quelque chose sur TF1 et le jour même, son administration déposait, je ne vais pas dire le contraire, mais en tout cas un ton, un mémoire à la tonalité très différente devant la Cour internationale. En clair, sévère pour l'occupation israélienne. Exactement. Alors maintenant, sur la Cour pénale internationale, c'est un individu, le procureur, qui est Karim Khan, un Britannique, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire de poursuivre des individus pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou génocide. Et c'est un pouvoir extrêmement complexe parce qu'en réalité, il y a 124 États qui sont membres de la Cour pénale internationale et donc il y a une échelle de crimes qui est quasiment infinie. Qu'on prenne le Mali, la RDC, le Myanmar, la Colombie, pour ne citer que quelques États partis, l'Ukraine ou la Palestine, et quand on prend tous les crimes commis et tous les individus qui pourraient potentiellement être commis, ce sont des crimes par nature collective, vous imaginez bien qu'en réalité c'est systématiquement une goutte de justice dans un océan d'impunité, par définition. Et donc, que si vous voyez le verre à moitié vide, forcément vous critiquerez toujours le procureur en lui disant « mais pourquoi ?» Et d'ailleurs, ce que n'ont pas manqué de faire, notamment les défenseurs d'Israël en France, de dire mais pourquoi Netanyahou et pas pourquoi ces crimes-là et pas tels autres. Et donc ça c'est un débat sans fin parce que on pourrait aussi dire pourquoi le 7 octobre et pas les crimes de 2014. Pourquoi vous voyez, c'est un débat sans fin. Donc voilà le travail du procureur qui est extrêmement complexe. Et rappelez d'abord qu'en réalité la Palestine dès 2009 avait essayé de rejoindre cette Cour pénale internationale. Parce que justement, elle voyait, au moment où l'autorité palestinienne a décidé de renoncer à l'usage de la violence comme moyen de résistance, ils ont investi les outils du droit, notamment cette Cour pénale internationale. Sauf que la Palestine, c'est un peu la patate chaude qu'on se repasse entre procureurs. Donc le procureur est élu pour 9 ans et totalement indépendant. Et donc le premier procureur, Luis Moreno Ocampo, qui a fait l'objet d'enquête de Mediapart, en gros a attendu 2012 en disant « Pour moi, la Palestine n'est pas un État et donc je ne peux pas ouvrir d'enquête sur les crimes commis en Palestine. » Sauf qu'en parallèle, la Palestine avait fait des démarches pour essayer de rejoindre l'Assemblée générale des Nations unies, et l'UNESCO, etc., ce qui a fonctionné. Et donc en 2015, la Palestine accède au statut d'État au regard du statut de Rome et donc devient un État qui, pour la CPI, qui peut solliciter des procédures de la part du procureur. Ça déclenche une réaction forte du gouvernement israélien, pour ne pas dire plus. Et à nouveau, pas mal de temps se passe et Fatou Bensouda, la procureure suivante, décide en 2019 d'ouvrir une enquête, mais demande d'abord à la Chambre, au juge, de qualifier ce qu'est le territoire de la Palestine, puisqu'en réalité, la Cour a compétence pour soit les crimes commis par les ressortissants d'un État parti, donc par exemple de la Palestine ou de la France, ou les crimes commis sur le territoire de cet État. Sauf que pour la Palestine, c'était compliqué, puisque c'est l'objet de débats juridiques complexes. Et donc, la procureure renvoie la patate chaude à la Chambre, qui en 2021 rend une décision qui est historique, et qui dit, pour nous,
le territoire palestinien, c'est en gros les frontières de 67, c'est-à-dire Gaza et la Cisjordanie, compris Jérusalem-Est. Et donc 2021, coup de chance pour la procureure, nouvelle élection, et donc la patate chaude revient au nouveau procureur actuel, Karim Khan, qui au début, autant vous dire, il n'était pas très excité à l'idée non plus d'enquêter en Palestine, mais ce qui peut aussi se défendre. C'est-à-dire que vous aviez à l'époque les crimes au Darfour, les crimes en Ukraine, et donc en Libye, et donc la priorité du procureur, elle est autre. Sauf que le 7 octobre chamboule tout, et ce qui se passait, c'était aussi une question de légitimité. C'est-à-dire que des États, notamment l'Afrique du Sud, on l'a dit, pourquoi est-ce que c'est symbolique pour moi aussi? Parce qu'en réalité, l'Afrique du Sud, elle était à la tête des États qui voulaient quitter la CPI. Notamment parce que la Cour pénale internationale avait lancé un mandat d'arrêt contre al-Bashir, le président du Soudan à l'époque, et que ça mettait à mal l'Union africaine, et notamment l'Afrique du Sud, qui se retrouvait forcée de l'arrêter si jamais il voyageait. Et puis c'était vu comme la loi du plus fort. Exactement. Pour les pays du Sud, c'est là que vous trouvez des criminels, mais jamais chez vous. Exact. Et même plus que des pays du Sud, toujours des pays africains. Et au bout de 20 ans, les États africains en ont marre, et donc disent, nous on va quitter la CPI. Et donc, le procureur, et d'ailleurs nous les juristes, on a alerté là-dessus, la légitimité de la Cour, elle dépend aussi de ce qui va se passer aujourd'hui en Palestine. Et donc, un peu face à cette pression de l'opinion publique, mais aussi face à l'ampleur des crimes commis en Palestine, le procureur, comme l'a dit Edoui Plenel, lance un mandat d'arrêt, après avoir quand même averti à plusieurs reprises les parties demande l'autorisation de voilà, c'est ça, pardon. Demande à la Chambre, au juge, l'autorisation de lancer un mandat d'arrêt. Et donc ça, c'était en mai. Et aujourd'hui, ce que les juges font, c'est d'analyser cette requête à la lumière des preuves, ou en tout cas du résumé des preuves qui sont soumis par le procureur. Alors pour en venir à l'Angleterre maintenant, pour essayer de retarder au maximum ce processus, notamment pour laisser un peu à Netanyahou les mains libres sur le conflit à Gaza, et peut-être pour espérer aussi une élection de Trump, moi je ne suis pas un expert en politique, mais je me doute aussi des raisons. En tout cas, pour essayer de retarder le processus autant que possible, ce que l'Angleterre a fait il y a quelques semaines, c'est l'ancien gouvernement de Rishi Sunak, c'était d'essayer de contester la compétence de la Cour pour lancer des mandats d'arrêt contre des individus israéliens, donc cette fois plus en raison de l'absence de compétences territoriales de la Cour, puisque ça a été tranché en 2021, mais en disant que les accords d'Oslo signés par l'autorité palestinienne en 1995 déléguaient le pouvoir à la puissance occupante, c'est-à-dire à Israël, de juger les ressortissants israéliens pour les crimes commis sur les territoires occupés. C'est casuiste, mais le droit, c'est parfois comme ça. C'est des questions de procédure. Et donc, ce que disait le gouvernement anglais, c'est puisque vous avez, vous, délégué ce pouvoir à l'autorité israélienne, vous ne pouvez pas le déléguer à la Cour pénale internationale. Ce qui est, même l'Angleterre le sait, et d'ailleurs, il y a eu un changement de gouvernement, et c'est ça que j'ai tweeté hier. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement anglais dit qu'il va renoncer à cet argument, mais ça y est, la porte est ouverte. Le gouvernement allemand va probablement déposer des écritures. Plusieurs ONG aussi en soutien à Israël vont le faire. Beaucoup d'autres États et beaucoup d'autres ONG avec lesquels je travaille notamment, on va déposer aussi des écritures pour expliquer pourquoi c'est pas un argument pertinent. Et donc, en tout cas, la conséquence directe, c'est que alors que moi j'attendais les mandats d'arrêt d'ici une semaine ou deux, parce que c'est les vacances judiciaires à La Haye le 26 juillet, donc j'étais persuadé qu'ils arriveraient le 26 juillet. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait plus tabler sur début septembre, mi-septembre, mais moi j'en suis convaincu, c'est même pas j'en suis convaincu, c'est j'ai absolument aucun doute, les mandats d'arrêt seront délivrés à la fois contre les responsables du Hamas et contre les responsables israéliens. La seule question aujourd'hui, c'est pour quel crime précis ? Parce que si on regarde les mandats d'arrêt, en réalité, le procureur a été extrêmement, j'allais dire ambitieux, complet dans ses accusations. Alors que, par exemple, Vladimir Poutine était poursuivi uniquement pour crimes de guerre, de déportation d'enfants ukrainiens, ce qui était un crime extrêmement simple à prouver, parce que Vladimir Poutine avait signé un décret présidentiel
qui autorisait des enfants ukrainiens à avoir la nationalité russe. Donc c'est ça la preuve, il n'y a absolument aucune contestation. On va désukrainiser, exact. Et dénazifier dans le langage de Poutine, puisque l'Ukraine c'est les nazis, et on va prendre des enfants et on va les russifier et leur apprendre la bonne culture. Hein, exactement, c'est ça. Et avec même une ministre, enfin une figure féminine du pouvoir poutinien qui est chargée de ça. Maria Vlova-Belova. Mais sur les crimes à la fois en Israël le 7 octobre et à Gaza, il a été beaucoup plus complet. C'est-à-dire que, alors que la liste des charges, c'est 8 charges différentes, alors qu'il aurait pu, par exemple, uniquement, moi si j'avais été le procureur, je serais allé sur le crime de famine, parce qu'en réalité, il n'y a absolument aucun doute que Yoav Gallant, qui avait dit dès le 9 octobre, on va couper l'eau, la nourriture, l'électricité à toute la population gazaoui. Bon, il n'y a pas de doute, la population gazaoui aujourd'hui meurt de faim, elle est privée de nourriture, et on sait qui a donné cet ordre. Donc, c'est très simple à établir. Mais il est allé beaucoup plus loin, il a notamment poursuivi les responsables israéliens pour le crime d'extermination et de persécution, comme des crimes contre l'humanité, qui sont honnêtement des crimes proche du génocide. Même s'il n'est pas allé sur le crime de génocide, on est dans des éléments intentionnels qui sont extrêmement complexes à prouver d'un point de vue probatoire, et donc, voilà, des poursuites extrêmement ambitieuses du procureur, et il est possible que la Chambre les revoie à la baisse si jamais elle considère qu'il n'y a pas les éléments suffisants à ce stade de l'enquête, en sachant que l'enquête continue, et que donc il peut à la fois augmenter les charges, mais aussi viser d'autres individus pour les crimes commis à la fois en Israël et en Palestine. Avant de demander s'il y a des réactions, des questions de la salle, une ultime question toute simple. Il y a eu l'invasion, fût-ce une dictature, d'un pays souverain par une puissance mondiale, l'Irak, sur la base d'un mensonge. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive et l'Irak n'était aucunement lié aux attentats du 11 septembre aux États-Unis. Et donc, ce pays souverain a été envahi, il a été détruit, et c'est au cœur des désordres du monde, nous le savons, et dans une prophétie autoréalisatrice où l'on crée pire que ce qu'on voulait combattre, ça a produit l'État islamique. Cette destruction de l'Irak s'est accompagnée de prisons secrètes, s'est accompagnée d'enlèvements, et s'est accompagnée de tortures, et y compris d'une prison tout à fait hors du droit quel qu'il soit, je pense à Guantanamo, et là-bas sur place à Abu Ghraib, et avec des textes, c'est établi, y compris par le Congrès américain, d'autorisation de la torture par les autorités étatiques américaines. Vu du monde, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mais on dit, mais Dick Cheney, Bush Junior, mais on ne les poursuit pas. Ouais. Alors, ça, c'est. Moi, j'en suis persuadé. En réalité, l'invasion de l'Irak, je disais, il y a la réglementation de la guerre, c'est la Charte des Nations Unies, et c'est deux principes ultra simples. Le premier, vous avez le droit de faire la guerre si vous êtes en situation de légitime défense, c'est l'article 51, c'est ce qu'essaye d'invoquer Israël, notamment pour Gaza. Et Poutine aussi. Et Poutine, mais c'est plus compliqué que ça, puisque ça ne s'applique pas au territoire occupé. On ne peut pas être légitimement en défense, mais bon, il y a un droit de protéger sa propre population, mais la Charte des Nations Unies dit autorisation de la force en cas de légitime défense de manière proportionnée. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle le recours à la force collective, et pour ça, il faut un vote du Conseil de sécurité qui autorise le recours à la force collective. Ça avait été le cas en Irak lors de la première guerre du Golfe, ça a été le cas en Libye par exemple, et les opérations de maintien de la paix par le biais des casques bleus, mais pour préserver la paix. Et donc, la guerre en Irak, c'est le premier cas. Hors la loi. Voilà, la France avait averti qu'elle mettrait son veto, donc il n'y a pas eu de résolution du Conseil de sécurité, et les États-Unis sont passés outre, mettant d'une certaine manière le premier coup de canif de l'histoire moderne, en tout cas post-guerre froide, à une agression d'un autre État souverain. Donc effectivement, c'était pour moi en tout cas la première réelle coup de canif à ce contrat collectif qu'on a. Mais pour répondre plus concrètement à la question, c'est assez simple. En réalité, c'est parce que l'Irak n'est pas un État parti.
les États-Unis ne sont pas un État partie, et donc il n'y a pas de compétence de la Cour, puisque la Cour a compétence soit sur des individus qui ont la nationalité d'un État partie, soit sur un territoire. Elle a essayé... État partie, vous voulez dire un État qui reconnaît... Qui a adopté le statut de Rome. Alors, elle a essayé de le faire d'une manière déguisée contre des soldats britanniques. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni est membre de la Cour pénale internationale, sauf que dans les priorités du bureau du procureur, je vous parlais de son pouvoir discrétionnaire, il a considéré, ce qu'on peut comprendre, que ce n'étaient pas les crimes les plus graves, ceux commis par les soldats britanniques en Irak, et que donc il fallait que ce soit les juridictions britanniques qui se saisissent de ces crimes. Parce que je rappelle malgré tout, et je terminerai là-dessus, que la Cour pénale internationale fonctionne sur un principe de complémentarité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'intervient et elle n'est compétente qu'à partir du moment où les juridictions nationales ne se sont pas saisies des mêmes faits, des mêmes individus. Donc si par exemple demain Israël, mais de manière, comment dirais-je... J'ai Netanyahou pour crime de guerre. Voilà, mais de manière genuine, de manière... autonome et réelle. Pas pour offrir une forme de bouclier juridique qui empêcherait la Cour de se saisir. Mais si des États, et d'ailleurs ça vaut pour aussi les Russes, lancent des poursuites pour les mêmes faits contre les mêmes individus et qui sont jugés au terme d'un procès équitable mais véridique, eh bien la Cour perd sa compétence. Et donc elle avait considéré, par exemple pour l'Angleterre avait essayé de démontrer qu'elle poursuivait effectivement les individus. Dernier point, la procureure avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, la procureure Fatou Bensouda en 2021 avait fait l'objet de sanctions, en 2020 pardon, de la part de l'administration Trump, qui l'avait mis, elle et un de ses associés, sur une liste de personnes faisant l'objet de sanctions économiques, financières, de visas, au même titre que des terroristes. Et la raison, c'était notamment parce que la procureure enquêtait sur les crimes de la CIA en Afghanistan, parce que par contre l'Afghanistan, elle, ou lui, je ne sais pas si on dit lui ou elle pour l'État afghan, a rejoint la Cour pénale internationale. Et donc, les crimes commis par les Américains sur le territoire afghan, eux, tombent sous la compétence de la Cour, et c'est la raison pour laquelle l'administration Trump, aussi pour les enquêtes de la Cour en Palestine, avait essayé d'abord de les court-circuiter par le biais de menaces et de chantage, et ensuite par la prise de sanctions. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs même ce que l'administration Biden avait envisagé dans un premier temps contre le procureur Karim Khan pour les enquêtes en Israël, enfin en Palestine, et c'est ce que Trump fera de manière indiscutable. Dernier point, les juridictions internationales, vous l'avez dit, la Cour internationale de justice, comme la Cour pénale internationale, comme tous les autres tribunaux, on est ce qu'on appelle des géants sans bras. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas opérer, on ne peut pas arrêter une personne, on n'a pas de force de police propre. Dans les films, on voit Interpol qui vient, ou le FBI qui vient arrêter, ça n'existe pas. Et donc, on dépend systématiquement de la coopération des États. Et c'est la raison pour laquelle, si demain Netanyahou, par exemple, fait l'objet d'un mandat d'arrêt, qu'il voyage, ou même que son avion a une avarie et qu'il doit se poser au Bourget ou à Roissy, eh bien les juridictions françaises, les autorités françaises ont l'obligation légale de l'arrêter, de le remettre aux autorités à La Haye. Et c'est ce qui pose problème à de nombreux États. C'est pour ça que, par exemple, Vladimir Poutine ne s'est pas rendu au sommet des BRICS en Afrique du Sud en 2023, en août 2023. C'est pour ça aussi qu'il s'opposait à ce que l'Arménie rejoigne la course qu'elle a fait finalement. Ce qui montre quand même que ce droit international, d'une certaine manière, il fonctionne. Vous voyez, avec toutes ces pressions, y compris aujourd'hui des États occidentaux qui essayent de menacer des États, on en est aujourd'hui à 124 États qui sont partis au statut de Rome, et donc qui, d'une certaine manière, rejoignent un projet qui, politiquement, leur coûte beaucoup, puisque ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie, ni l'Inde ne sont partis au statut de Rome, et donc c'est un coût politique, mais ça a aussi un gain en termes de légitimité, de crédibilité et d'un projet collectif. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelques questions précises ou réactions? Je vois... Non. On va en prendre trois
Voilà. Il y avait monsieur, je crois. Monsieur, là. Voilà, voilà. Monsieur qui a voilà, un polo blanc. Je voudrais savoir s'il y a une différence juridique entre un crime de guerre et un acte terroriste. La différence juridique entre un crime de guerre et un acte terroriste. Oui. On va demander à notre juriste international, est-ce qu'il y a une autre main qui s'est levée? Pas immédiatement, donc allez-y. Je vais répondre à celle-là déjà. La différence en réalité en droit international, le terrorisme, c'est un concept qui en droit international ne fait pas l'objet d'un consensus pour deux raisons et qui sont étroitement liées au conflit israélo-palestinien. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'États, notamment, alors, si on n'utilise pas le Sud global, on va dire d'anciennes colonies, qui considèrent qu'un mouvement qui lutte pour sa libération nationale doit être autorisé à commettre des actes qui instillent la peur, parmi y compris la population. La deuxième, c'est que d'autres États, notamment les États occidentaux, considèrent que non, il ne doit y avoir absolument aucune exception à ce principe. Le deuxième, c'est que d'autres États considèrent qu'un État qui, lui, instille la peur parmi la population civile par le biais d'attaques, de bombardements, doit être considéré comme un État terroriste. Et donc, on est tous d'accord, tous les juristes internationaux, sur un socle commun, c'est-à-dire le terrorisme, c'est le fait d'utiliser la peur et de commettre des actes contre des civils dans le but d'obtenir une décision politique ou une abstention, de s'abstenir de faire quelque chose, mais une convention internationale bloque sur ces deux points les mouvements de résistance ou de libération nationale et le fait qu'il puisse ou non y avoir un crime de terrorisme d'État. Et donc, il n'y a pas de convention universelle. Et donc, nous, les juristes, comme on ne sait travailler, on est bête, hein, on a des textes, et quand on a une définition, on l'applique, et quand on n'a pas de définition, eh ben, je ne peux pas qualifier en droit international ce qui est un acte de terrorisme ou non. Or, un crime de guerre, c'est très simple, c'est une violation des conventions de Genève, donc je peux vous dire, oui, cet acte, c'est un crime de guerre, oui, cet acte, c'est un crime contre l'humanité, parce que dans le statut de Rome de la CPI, il y a une définition extrêmement précise de ce qu'est un crime contre l'humanité, ou oui ou non, cet acte est un acte de génocide, parce qu'à la fois dans la Convention de 1948 et le statut de Rome, il y a une définition du génocide. Mais je peux vous dire si, oui ou non, un acte est terroriste au regard du droit français, puisqu'il y a l'article 421 du code pénal français qui le définit. Il y a une définition aussi en droit israélien, il y a une définition en droit égyptien, sauf que ce ne sont pas des définitions identiques. Et donc c'est pour ça que, si vous me posez la question, est-ce que l'attaque, par exemple, du 7 octobre est un acte terroriste, je vais vous dire, bien évidemment au regard du droit français, bien évidemment au regard du droit israélien, mais au regard du droit international, je ne peux pas vous répondre parce qu'il n'y a pas de définition universelle. Par contre, c'est un crime de guerre sans aucun doute. C'est un crime contre l'humanité de manière quasi certaine. Et donc c'est la raison pour laquelle le procureur de la Cour pénale internationale lance des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Alors, puisqu'on en est aux définitions, rapidement, est-ce qu'on peut faire la distinction, enfin, vous nous disiez la distinction juridique entre crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide. Oui, très simple. Alors sachant qu'il y a deux, vous savez, il y a même un juriste qui fait des romans, Philippe, comment il s'appelle déjà Sand. Ah oui, Philippe Sand, parce qu'il y a deux grands juristes, les définitions variées, en plus comment les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale ont trituré tout ça pour que ça ne se retourne pas contre eux, parce que Staline, il ne faisait pas que des choses gentilles, voilà, pour prendre que lui, hein, mais il y en a d'autres, hein, voilà. Et donc aujourd'hui, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, définition. C'est très simple. Alors c'est très simple parce qu'en fait c'est articles 6, 7 et 8 du statut de Rome. Donc vous voyez, j'invente rien. Crime de guerre, on va commencer par le début, c'est toute violation des conventions de Genève. Donc en gros, le fait de tuer un civil de manière délibérée dans le cadre d'un conflit armé, le fait de bombarder un hôpital, le fait de priver une population de nourriture dans le cadre d'un conflit armé, qu'il soit international ou non, c'est un crime de guerre. Donc vous pouvez avoir un acte unique, je suis un soldat, je tue un civil ou je le torture, c'est un crime de guerre.
Crime contre l'humanité, c'est un crime beaucoup plus collectif, beaucoup plus politique. C'est le fait de mener une attaque généralisée ou systématique contre une population civile et de commettre un certain nombre d'actes dans le cadre de cette attaque contre la population civile. Et donc, par exemple, si vous avez des meurtres de civils qui sont commis par une armée dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre cette population civile, ça va constituer à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Mais vous pouvez aussi avoir des crimes contre l'humanité sans qu'il y ait de guerre. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Iran contre les femmes, il n'y a pas de guerre en Iran, il n'y a pas de conflit armé, et pourtant, c'est une attaque systématique ou généralisée contre la population civile, ou en tout cas une partie de cette population, contre les femmes. C'est pareil pour ce qui se passe avec les Ouïghours. C'est pas un crime de guerre, il n'y a pas de guerre, mais c'est un crime contre l'humanité. Maintenant, le génocide, ça c'est la dernière définition, et donc c'est le fait de commettre un certain nombre d'actes, ils sont au nombre de 5, des meurtres, le fait de créer des conditions susceptibles d'entraîner la destruction d'un groupe, pour ne prendre que 2 exemples, qui sont commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe. Et alors ce groupe, il doit être soit national, religieux, ethnique ou racial. Et donc vous pouvez avoir un même acte, qui est à la fois un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un génocide, mais ce qui va réellement distinguer ces crimes, et ce qui est le plus difficile à établir pour nous les juristes, notamment pour les procureurs, c'est l'intention. Parce que c'est extrêmement rare, à part les crimes nazis, que les auteurs disent « moi, mon intention, elle est de détruire tout ce groupe en raison de son ethnie ». En réalité, d'ailleurs, c'était même le cas au Rwanda, lorsque ça prend place dans un conflit armé, il y a toujours ce discours de dire « moi, je lutte pas contre le groupe dans son ensemble ou la population, je lutte contre le FPR, pour parler du Rwanda, contre l'armée ukrainienne, pour parler de l'Ukraine, ou contre le Hamas pour parler de Gaza. Et donc ensuite, c'est à nous, les juristes, de déceler dans les discours, mais surtout dans les actes, quelle est en réalité l'intention criminelle derrière, et de prouver au-delà de tout doute raisonnable, c'est ça qui est extrêmement compliqué pour un procureur, c'est que s'il y a un doute, qu'il y a un autre motif que l'intention génocidaire, eh bien, il y a un acquittement. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi, aujourd'hui, le procureur Khan, par exemple, pour les mandats d'arrêt, ne va peut-être pas sur génocide, et que ça a été extrêmement rare dans l'histoire de la justice internationale, le crime de génocide qui est établi, parce que il faut pouvoir le prouver au-delà de tout doute raisonnable. Et s'il y a même un doute que vous avez voulu simplement tuer la population civile pour remplir un but de guerre, eh bien, vous risquez d'avoir un acquittement. Pour la faire fuir et pas... Ou pour la faire fuir, voilà, et pas pour la détruire. Du coup, il y a une complexité, si j'ai bien compris. La CIJ est saisie sur cette question du génocide par l'Afrique du Sud, oui. Mais elle ne peut pas requalifier. Elle ne peut pas dire, en fait, je n'ai pas trouvé l'intentionnalité, donc il n'y a pas de génocide au sens réel, mais en fait, il y a crime contre l'humanité. Elle ne peut pas. Non, parce que, comme je le disais, la CIJ, la Cour internationale de justice, tranche les différends entre États. Et en réalité, le différend entre l'Afrique du Sud et Israël, c'est un différend d'interprétation d'un traité. Et donc, les deux ont signé un traité, d'ailleurs tous les États du monde l'ont fait, qui s'appelle la Convention de prévention et de répression pour le crime de génocide. Et ce que dit ce que dit l'Afrique du Sud, c'est Israël a violé cette convention à laquelle on est tous partis, tous les États, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui l'Afrique du Sud, qui n'a pas d'intérêt militaire, politique ou stratégique ou juridique, à agir autre que la participation commune à cette convention internationale sur la prévention du génocide, dit aujourd'hui, vous, l'État israélien, dans sa forme, de personne morale, vous avez violé ce traité. Alors que ce que le procureur peut faire de la CPI, c'est uniquement des individus et dire, vous, Netanyahou, vous avez l'intention génocidaire ou non. C'est la différence. Il y a des États qui ont un traité, qui discutent juridiquement de leur conflit sur un traité, et dans l'autre cas, il y a des individus. Exactement. Et vous pouvez très bien avoir pour une même guerre des mêmes crimes, en réalité deux individus qui ont des intentions différentes. Vous pouvez avoir un individu qui a une intention génocidaire, et l'autre, par exemple, qui est simplement un opportuniste, et qui, pour des raisons politiques,
laisse faire des massacres, et donc cet individu sera condamné pour crime contre l'humanité, tandis que l'autre sera condamné pour génocide. Et au TPIR, par exemple, au tribunal pour le Rwanda, ou, comme vous l'avez dit, pour l'ex-Yougoslavie, c'est exactement ce qui s'est passé. Le massacre de Srebrenica a été considéré, et les auteurs du massacre de Srebrenica ont été considérés comme des génocidaires, alors que tous les autres crimes commis dans le contexte du conflit en ex-Yougoslavie ont été condamnés uniquement pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Parce que dans le cas de Srebrenica, les hommes ont été isolés de tous âges. Et tués systématiquement. C'est-à-dire d'avoir à raison. Voilà, tout ça a été établi. Est-ce que, bon, voilà, il y a 2 mains. Oh là là, tout d'un coup, ça a libéré plein de mains. Alors là, on va les prendre. Non, parce que je vais me faire gronder sur l'heure. Là. Bon, il faut que vous alliez au spectacle. Là. Voilà. J'ai le micro. Allez-y. Donc une question, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il n'y avait pas de sanctions suite à des jugements qui sont émis. On voit même des résolutions de l'ONU qui n'ont parfois pas non plus d'effet. Alors, il y a une arme qui est celle de la sanction économique. On a vu massivement pour le conflit ukrainien. Donc, sanctions, mais il y a aussi des boycotts, parfois qui sont émis par des États, et parfois pas. Alors, est-ce qu'en termes de citoyens, on peut aussi boycotter, décider, et si on massifie effectivement la réaction, l'attitude de chacun multipliée par temps, ça peut aussi apporter un certain effet. Est-ce qu'on peut faire la promotion du boycott? Question de droit. Oui, allez, pardon. Moi j'ai faire des réponses très rapides. Ouais, très rapidement. J'ai toujours été, non seulement, comme je dis souvent, il n'y a pas besoin d'être très créatif. Vous savez, nous les juristes, on aime bien copier-coller. Il suffit de copier-coller ce qu'on a fait pour la Russie et de l'appliquer à Israël, parce que même cause, même conséquence. Maintenant, pour répondre à votre question, non seulement j'ai toujours été étonné de pousser le capitalisme au point de dire vous avez l'interdiction de boycotter des produits, tel ou tel produit, c'est en gros comme si vous étiez obligé d'acheter, mais pour répondre de manière beaucoup plus juridique, à la fois la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de cassation française ont reconnu que le BDS, Boycott, Disinvestment Sanction, c'était totalement légal, et donc bien évidemment, non seulement il y a le droit de boycotter, ce qui est encore heureux, mais surtout il y a le droit de faire la promotion du boycott et des sanctions. Voilà, juste rapidement, peut-être une question de philosophie du droit. En général, quand on fait du droit, on nous apprend qu'une règle qui n'est pas contraignante n'est pas du droit. Et que se passe-t-il? Moi, je voudrais poser plutôt une question de philosophie du droit. Vous, alors, on est obligé d'y croire quand on est juriste. Simplement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand des États, en fait, quand le droit international n'est pas contraignant et que sa contrainte est mise en place par des puissances qui s'arrangent eux-mêmes le droit, en fait, d'enfreindre le droit international? Et deuxièmement, sur un cas concret, vous dites que la Libye n'est pas partie, vous êtes d'accord avec moi, la Libye n'est pas partie au traité du statut de Rome. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'en 2011, il y a une résolution de l'ONU qui enjoint à la Cour pénale internationale d'agir et de poursuivre les ressortissants de l'État libyen pour les crimes qu'ils ont commis contre la population, alors même qu'ils ne sont pas partis au statut de Rome? Et secondement, c'est le corollaire de la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un dirigeant comme Sarkozy, qui a commis des crimes et qui a outrepassé le mandat que l'ONU lui a donné justement pour agir en Libye, aujourd'hui, alors même que la France a ratifié le statut de Rome, comment se fait-il qu'aujourd'hui, un immense personnage comme Sarkozy n'est pas devant les juges, devant la Cour pénale internationale? Alors, le temps qui... Johan, je réfléchis, je vous rappelle que quand même, grâce aux révélations de Mediapart, Sarkozy sera pendant quelques mois devant un tribunal au début de l'année 2025 sur l'immense scandale libyen. Exact. Et c'est ça, à mon avis. La première chose sur l'effet contraignant, il faut distinguer le principe de sa mise en œuvre. Comme je le disais, la seule chose, c'est qu'en réalité, les juridictions internationales n'ont pas de force de police propre. Et donc, le fait que ce soit contraignant, c'est pas parce que vous avez un feu rouge et que vous vous arrêtez pas, que ça veut pas dire que c'était interdit d'y passer. Et s'il n'y a pas de force de police pour vous arrêter, vous n'aurez pas été sanctionné. Mais donc, faut distinguer ce qui est légal de ce qui ne l'est pas, et ensuite de la capacité des juridictions de le mettre en œuvre. Ça, c'est la première chose. Sur la Libye, je l'avais pas dit, mais il y a une autre possibilité pour la Cour de se saisir, c'est lorsque le Conseil de sécurité vote une résolution, c'est-à-dire qui ne fait pas l'objet d'un veto, qui renvoie la situation devant la Cour. La raison pour laquelle, par exemple, la Syrie, ça n'a pas été fait, c'est parce qu'il y avait un veto russe. Et donc, pour le Darfour, le Soudan n'est pas non plus un État parti, comme pour la Libye,
il y a eu une résolution du Conseil de sécurité. Maintenant, sur la question de Sarkozy, c'est parce que, à nouveau, il y a ce pouvoir discrétionnaire du procureur qui peut choisir. Et la France, c'est encore pas dans les mauvais élèves du monde en termes de poursuite, et qu'effectivement, Sarkozy est déjà, ou en tout cas les juridictions françaises, ont la compétence pour poursuivre les auteurs de crimes en Libye. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle il est poursuivi pour les secrets d'une guerre privée. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cet épisode de 2011, il est au cœur de notre basculement du monde, puisque à l'époque, la Chine et la Russie s'abstiennent, laissent faire la décision sur la Libye, parce qu'il n'a pas encore fait tout son basculement, Poutine. Et donc, et il le dit aujourd'hui. Il dit, mais en fait, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Vous avez pris prétexte, normalement c'était une surveillance aérienne, vous avez menti, on le sait aujourd'hui qu'il n'y avait pas la colonne sur Benghazi, il n'y avait pas les massacres de civils et tout, pour détruire un État, je me suis fait avoir, donc désormais c'est fini, je ne joue plus votre jeu, et n'oubliez pas la séquence, 2011, et puis 2013, il commence à sortir de son territoire géopolitique, et il va intervenir en Syrie. Il va intervenir en Syrie, il va aller et il va en faire son terrain de jeu. Quand vous êtes un réfugié syrien en Europe et que vous voyez Mariupol, vous regardez Alep. Certains, en termes de droit international et même de la séquence que nous vivons, il y a un terrible livre qui s'appelle Syrie, le pays brûlé, sur les crimes commis par le régime Assad, par la dictature d'Assad contre son propre peuple, qui est un régime, pour moi, en partie génocidaire contre son propre peuple. Et en fait, les préfaciers de ce livre disent, mais peut-être que la Syrie aura été dans notre séquence, comparaison n'est pas raison, notre guerre d'Espagne. C'est-à-dire notre guerre perdue d'un moment d'indifférence par rapport à comment un ordre du monde basculait. Il y avait encore monsieur qui a un micro, puis après il y a un monsieur de ce côté-là. Oh là là, je pense qu'on ne va pas pouvoir prendre tout le monde là. Je voulais poser la question sur l'érosion des valeurs universelles, et sur l'érosion du droit universel. En 1945, vous l'avez mentionné, l'Union soviétique et la Chine faisaient partie des membres fondateurs des Nations Unies. Et malgré des conceptions idéologiques très différentes, il y avait une sorte de consensus, enfin une sorte peut-être d'une valeur minimale à garder. Quand est-ce que le décrochage a eu lieu et que font les nations de l'Occident pour travailler avec la Russie, avec la Chine, et que fait la fraternité juridique? Est-ce qu'il y a des professeurs de droit international public en Chine comme en Russie? Est-ce qu'ils peuvent exercer? Comment essayer de reconstruire un consensus de valeurs universelles ou de droit universel? J'allais dire, vous êtes encore plus utopique que moi, parce que l'universalisme sans restriction, moi j'y crois pas. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui a arrangé les puissances en 1945, c'est un universalisme contrôlé. Par exemple, si je prends juste la définition de la Convention sur le génocide, pourquoi est-ce qu'on a choisi uniquement la destruction du groupe, et par exemple que le génocide, la notion de génocide culturel a totalement été écartée par les puissances victorieuses, notamment de la guerre? C'est parce que la France, dans ses colonies, niait au peuple leur histoire et leur culture, parce que les Américains, en réalité, les États-Unis, c'est quoi si ce n'est le génocide des populations natives? Le Canada, pareil, l'Australie, pareil, la Nouvelle-Zélande. Donc, d'une certaine manière... Sans parler des Tatars du Crimée, pour parler... Voilà. Et le Conseil de sécurité, comme je parlais d'outils obsolètes, mais quel État, quel système défend des valeurs démocratiques et un système qui confie à 5 États qui sont même pas représentatifs des 193 États du monde le pouvoir de dire ça c'est légal, ça l'est pas. Donc c'est un système minimal aujourd'hui, mais d'une certaine manière, justement, je parlais d'abîme et d'espoir. Aujourd'hui, moi, j'ai l'espoir avec la procédure sud-africaine, avec tout ce débat sur le futur du droit international, parce qu'il y en aura un, qu'on parvienne à plus d'égalité. Et aujourd'hui, par exemple, la France a bien compris que si elle veut aussi conserver une part de pouvoir et de légitimité,
elle doit se faire le porte-drapeau de cette représentativité plus grande, y compris au Conseil de sécurité. Il n'y a aucun État africain, l'Inde n'en fait pas partie alors que c'est l'État le plus grand, plus peuplé au monde. Donc voilà, maintenant sur la communauté juridique, on a tous nos contraintes. Moi je peux vous dire que simplement de parler aujourd'hui du conflit israélo-palestinien, c'est pas un très bon business plan quoi pour moi. Mais je le vois aussi chez ma femme est libanaise, nos amis sont syriens, chinois ou je ne sais quoi. On a cette communauté de valeurs et on essaye, voilà, petit à petit, et avec nos outils et nos contraintes, de défendre un idéal auquel on croit. Alors, Stéphane m'a dit qu'on pouvait prendre encore une question, mais excuses à la moitié de l'humanité, puisque ce sont que des hommes qui ont posé des questions. Je voulais poser des questions toutes simples. De tout ce que j'ai entendu, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas d'actualité, mais qui est peut-être d'actualité depuis 50 ans, c'est celle de Chypre. Est-ce que la Cour internationale ou la Cour pénale est compétente pour sanctionner un pays qui en a agressé un autre depuis 50 ans? La Turquie à Chypre. Alors la Cour pénale internationale, non, parce que elle a compétence uniquement pour les crimes commis après 2002, c'est-à-dire l'entrée en vigueur du traité. Ça, c'est un principe assez classique. De justice rétroactive. Droit, voilà. Le traité, c'est 2002, donc elle ne peut pas par rapport à... La Cour internationale de justice, elle aurait compétence s'il y avait une procédure, je ne crois pas qu'il y en ait, entre la Turquie et la Grèce, par exemple, pour, devant la Cour, en raison de la violation d'un traité ou d'un principe de droit international. À mon avis, c'est plus une question politique aujourd'hui de soumettre cette question à la Cour plutôt qu'une question juridique, parce qu'effectivement, la Cour a compétence pour trancher tous les différents territoriaux. Par exemple, ça a été le cas récemment des îles Chagos. C'est Philippe Sand dont je parlais. Exactement, voilà, qui notamment entre l'Angleterre et Maurice. C'est des petites îles qui ont été vidées de leur population. Le livre s'appelle La dernière colonie. En fait, nous les Français, on sait que ce n'était pas la dernière, puisque nous sommes la dernière puissance coloniale directe. On n'a pas parlé, parmi toutes ces questions de droit, vous savez qu'il y a un comité de décolonisation aux Nations Unies et qu'il y a un pays qui est inscrit sur ce comité de décolonisation, s'appelle la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki, et dans tous les malheurs qui nous arrivent aujourd'hui, vous avez vu comment, après les drames, moi j'ai été témoin pour les avoir révélés en 88, qui ont permis le massacre d'Ouvéa, qui ont permis les accords, qui ont initié un processus de décolonisation. Ce processus a été interrompu par le pouvoir actuel et qui a relancé une logique purement coloniale qui se traduit, vous le savez, en termes de droit, par le fait que les indépendantistes ont été arrêtés, emmenés à 17 000 km de chez eux, pendant 30 heures de vol, dans des avions militaires, où ils sont restés menottés, et ils sont dispersés dans des prisons de l'Hexagone, dans des prisons ici en France, en Europe, très très loin de leur famille et de leurs proches. Peut-être que l'une des conséquences qu'on peut souhaiter du résultat électoral d'hier, c'est peut-être que cet engrenage terrible s'arrête, parce que les engrenages coloniaux sont toujours terrifiants. Et symboliquement, vous avez sans doute vu que l'un des fils de Jean-Marie Tjibaou, Emmanuel Tjibaou, qui est une personnalité de la culture en Nouvelle-Calédonie, a été élu député. Un dernier mot, tout ce qu'on s'est dit là, et moi je suis d'accord, là croit le péril, croit aussi ce qui sauve, l'abîme. En fait, je vous ai employé cette formule qui a l'air très très utopique, et il y a toute une littérature philosophique pour la critiquer, du droit cosmopolitique, comme disait Kant. En fait, on est autour de quoi on tourne. En fait, nous vivons, dans nos durées de vie, avec quelque chose qui, au fond, sur la durée de notre espèce, est finalement très récent. C'est les États-nations. Nous grandissons avec l'idée que l'État-nation est le cadre politique, est le cadre de la citoyenneté, ça a des limites. Ça a des limites, que Hannah Arendt avait d'ailleurs bien analysé par rapport au totalitarisme. La question que pose pour moi comme levier intellectuel, au-delà du droit,
la question du droit international, c'est comment inventer une autre organisation des relations entre les communautés humaines qui ne soit pas simplement la puissance des États, et d'États ramenés à la nation, donc ramenés à l'identité. Et là-dessus, pour terminer en convoquant un poète qui m'est cher, il y a une juriste qui n'est plus de ce monde, Mireille Delmas-Marty, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui était au Collège de France, et qui, dans ses derniers travaux, s'inspirait d'un très grand philosophe, poète de mon pays d'enfance, la Martinique, Édouard Glissant. L'idée des identités en relation. Ce que dit la phrase au fond de Kant, c'est que voilà, ce qui arrive au reste du monde me concerne. Il n'y a d'identité qu'en relation. Il n'y a d'être à soi-même que dans le lien avec l'autre, il n'y a de prochain que dans le lien avec le lointain. Et au fond, toutes ces idéologies ou ces violences, y compris étatiques, que nous décrivons, pour moi, sont celles d'un monde fini. Alors, ça fait des dégâts, ça fait plein de dégâts, y compris à échelle journalistique. N'oubliez jamais que le sort qui a été fait pendant 14 ans à Julian Assange a pour symbole une vidéo qui s'appelle Collateral Murder, qui est l'assassinat de journalistes irakiens de Reuters depuis un hélicoptère américain, de manière... voilà, et quels que soient le cheminement de Julian Assange, c'est ça qu'on lui a fait payer, ces révélations qui montraient à une puissance du monde ces crimes qui lui mettaient sous les yeux et à faire ce journalisme nécessaire. Je pense, moi, profondément que c'est un monde fini. Alors c'est un monde qui ne veut pas finir, il nous fait du mal, il se débat, du coup il produit des monstruosités politiques qui alimente toutes sortes de haine et de violence et de virulence et les déclenche et les libère, et nous le voyons bien. Mais en même temps, voilà, c'est un monde qui, un jour ou l'autre, ira sur sa fin, pendant qu'un nouveau monde, celui qu'on a essayé de décrire, essaye de trouver son expression et voir son expression politique. Sans compter que tout cela, à échelle d'humanité, est assez ridicule, puisque l'horloge du vivant tourne, et là, nous serons tous logés à même enseigne. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci. Merci.